Alors pour tous les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, qui sont quasiment tous parents, savoir qu'on est hautement sensible et être parent, ça a quelles répercussions? C'est un grand soulagement parce que... Alors déjà, avant de dire ça, j'ai été interviewé par une journaliste du Monde récemment qui me disait « Depuis que je suis maman, je suis beaucoup plus sensible ». Et alors, on a essayé de chercher ensemble à quoi ça correspondait. Et je lui disais, mais en fait, quand on est parent, j'ai deux enfants qui sont grands maintenant, une fille et un garçon, qui sont très sensibles aussi. Quand on est parent, on a l'âge de ses enfants. C'est-à-dire, quand on a un bébé, on redevient un bébé. On vit les choses comme un bébé. Et si on a plusieurs enfants, on va vivre des choses à différents âges. Donc, on a notre âge d'adulte, mais par mimétisme, par empathie, par engagement d'amour, on va dire pour nos enfants, on va vivre en symbiose avec eux, en syntonie, et ce qui fait que on va vivre les choses de leur âge. Et tout ça nous met à fleur de peau de toute façon. Quand on est parent, on est extrêmement touché par tout ce qui touche nos enfants. Si en plus on est déjà hautement sensible, vous imaginez le feu d'artifice émotionnel, cognitif, sensoriel qu'on vit jour après jour, nuit après nuit parfois, parce que tout ça chemine la nuit. Et ce qui fait qu'on va tout ressentir très fort dans son corps. N'oublions pas que la définition scientifique, c'est traitement sensoriel approfondi des informations. On ressent tout dans notre corps, que ce soit des émotions ou autre chose. Et c'est perturbant. C'est-à-dire qu'on se dit, mais comment ça se fait que je ressens des choses aussi fortes, où on a l'impression qu'on perd pied, qu'on ne sait plus comment faire, on se pose des questions, on veut faire au mieux pour nos enfants et eux, parfois, une fois ça marche pas. Hein. On n'est pas des magiciennes et des magiciens. Donc, on est forcément, quand on est parent, et surtout quand on est parent hautement sensible, on est forcément très perturbable. Et ne pas s'en vouloir d'être à ce point perturbé par tout ce qui arrive à nos enfants. Même nos enfants sont en joie, ils sont super contents, ils vont super bien. Ça peut nous faire pleurer. Ça peut nous émouvoir à un point énorme où on regarde un dessin animé avec nos enfants. Il y a une petite scène qui nous émeut, pof, on tombe, on fond en larmes. Notre sensibilité qui est déjà exacerbée va être encore plus intensifiée par la parentalité. C'est vrai que vous dites ça, je me souviens à ma première fille, il y a 7 ans, d'avoir ressenti une douleur physique qu'elle venait de ressentir. Un truc classique que les parents font malheureusement, je lui avais coincé la peau avec le clip du siège auto. Aïe. Sur la petite peau. Et je me souviens de me dire, mais comment c'est possible que je ressente sa douleur? Ça m'a paru fou d'avoir cette sensation-là comme elle, parce que j'étais vraiment face à elle et j'ai vu son visage se décomposer. Ce qui prouve à quel point nous sommes reliés à nos enfants. Clairement. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc c'est très puissant. C'est plus facile quand ils vont bien. Je vous demandais aussi, ça a quelle répercussion, cette sensibilité exacerbée quelque part quand on est parent, parce que le sommeil est perturbé, parce que on peut pas s'isoler du bruit comme on a envie, parce que on va pas forcément mieux manger dans ces moments-là, en tout cas dans l'intensité de la petite enfance. Est-ce que vos patients le disent, par exemple, que c'est plus dur pour eux à gérer dans cette période-là? C'est plus dur, surtout quand les enfants sont petits et qu'ils dépendent beaucoup de nous. Quand ils deviennent plus autonomes, ça nous soulage aussi. Je pense qu'on a besoin d'énormément de compréhension, de compassion, d'indulgence avec soi-même, ce qui va permettre aussi plus de compréhension, de compassion et d'indulgence avec nos enfants, c'est-à-dire ne pas trop demander. Si aller à l'école est difficile, c'est aller à l'école qui va être important. C'est pas la façon dont l'enfant est habillé, c'est pas ce qu'il ou elle aura mangé. C'est-à-dire baisser le niveau d'exigence et se dire qu'est-ce qui est fondamental, c'est que ma fille ou mon fils soit à l'heure à l'école. Donc sur quoi je cède? J'avais comme ça une maman qui était très sensible mais qui supportait pas que son fils, elle avait 2 garçons et un de ses fils ne voulait pas prendre de bain ou de douche. Et j'ai mis longtemps à lui faire comprendre que s'il se douchait 1 fois par semaine, c'était très bien. Les enfants ne sont pas des adultes. Ils ne transpirent pas comme des adultes. Donc, un enfant qui se lave 1 fois par semaine, ça peut nous paraître insensé à nous adultes. Mais pour un enfant, ça peut être très bien. Et son fils, en fait, c'est ça. Il avait besoin de son bain hebdomadaire. Et le reste du temps, il voulait jouer, faire d'autres choses. Et tout s'est bien passé à partir du moment où elle a lâché une exigence qui était dans sa tête, qui était dans ses repères à elle, ses critères, et qui n'étaient pas ceux de son enfant. Donc, qu'est-ce qui est important pour eux? Qu'ils dorment bien,
qu'ils soient dans de bonnes relations avec nous, qu'ils aient une bonne relation à l'école. Rappelons-nous que Françoise Dolto disait à l'école, ce qui est important, c'est pas les notes, ce sont les relations et les amis. Moi, j'ai toujours dit ça à mes enfants, qui ont très bien réussi leurs études. J'aurais toujours dit, c'est pas les notes que vous amenez à la maison qui comptent, c'est est-ce que tu as des amis à l'école? Est-ce que tu t'entends bien avec eux? Est-ce que tu joues bien avec eux tous les jours? Et en fait, tout le reste suit. Si on lâche certaines choses qui nous sont imposées par la société ou par l'école ou par la famille, et qu'on se dit finalement ce qui est bien pour moi, c'est que ma relation avec ma fille ou mon fils soit bonne, et que sa relation avec ses amis soit bonne, la vie, je vous assure, est beaucoup plus douce. Est-ce que là, pour le coup, pour les enfants qui ont cette haute sensibilité, l'endormissement, le sommeil est plus compliqué? Je crois avoir lu que la mélatonine chez eux, ou nous, est plus facilement consommée, ou qu'ils ont moins de facilité, en tout cas physiologiquement. Oui, alors physiologiquement, c'est sûr, puisque la mélatonine, c'est un dérivé de la sérotonine et du tryptophane, et que si donc on utilise moins bien sa sérotonine, et qu'on en produit moins bien, ou si on est stressé de façon chronique, on va moins produire de mélatonine, donc on va avoir plus de difficultés à s'endormir, et il est fort possible aussi que si on a été plus sollicité dans notre sensorialité dans la journée, on utilise plus vite notre mélatonine parce qu'on en a besoin de plus. Donc ça, c'est vrai. Ce qui est important, c'est de savoir que le sommeil, ça se prépare. C'est-à-dire qu'un enfant, surtout s'il est hautement sensible, qui a vécu une journée excitante, soit parce qu'il y a eu des choses formidables, soit parce qu'il y a eu des choses difficiles, c'est une autre forme d'excitation, en tout cas de stimulation, on va dire, cet enfant-là va avoir besoin de plus de temps pour s'endormir. Donc, si la journée est à peu près comme d'habitude, on prévoit 1 heure où on baisse les lumières, on baisse les sons, on fait des activités calmes. Il y a des enfants qui aiment faire un peu de relaxation, où on fait des câlins, où on fait un peu des jeux très très calmes, de yoga pour enfants, de méditation pour enfants, des choses comme ça, ce que les enfants aiment. Et ça va les aider petit à petit à aller au lit, et une fois qu'ils sont dans le lit, à s'endormir. S'ils restent dans cette stimulation jusqu'au moment de se glisser sous les draps, ça va pas être possible quand ils seront dans le lit, parce qu'ils seront survoltés. Et si la journée a été particulièrement forte, dans un sens comme dans un autre, on a besoin de 2 heures de préparation. C'est beaucoup. On va lire des histoires, on peut être aller se promener, même faire simplement le tour du jardin quand on a un jardin, ou le tour du quartier quand on n'a pas de jardin. Des petits mouvements, il y a du qigong, des mouvements de qigong très simples, des petites chansons, des comptines, des berceuses, etc. Ce temps-là, il va être gagné en fait. On croit que ça va nous prendre beaucoup de temps, mais une fois qu'ils seront au lit, ils seront vraiment bien au lit, ils vont s'endormir. Donc préparons le sommeil de nos enfants par des activités. Une espèce comme une veilleuse qui baisserait son intensité. Et ben pour notre niveau d'énergie, c'est pareil. On a besoin d'aider nos enfants à baisser de plus en plus le niveau d'intensité dans leur corps. J'ai une de mes filles qui, je pense, a cette qualité d'être hautement sensible. Elle, quand elle rentre de l'école, elle a besoin d'un temps sur le canapé, seule, avec un casque anti-bruit potentiellement, mais en tout cas avec aucune stimulation, et d'avoir cette bulle. Il n'y a que depuis que j'ai compris qu'elle a besoin de ça que ça se passe mieux après, qu'il y a moins de crises. Par exemple, elle va nous dire, quand on vient la chercher, elle veut pas qu'on aille chercher ses autres sœurs. Elle veut tout de suite, aller à la maison et être tranquille. Ça l'oppresse d'aller les chercher. Bon, on peut pas toujours le faire, évidemment, hein. Mais ça, c'est une caractéristique, par exemple, d'un enfant qui ressentirait ça. Tout à fait, parce que les enfants comme les adultes, mais surtout les enfants qui n'ont pas, comme on se le disait avant l'interview, nous adultes, nous avons quelques outils, quelques habitudes qui nous permettent de réguler ce que nous ressentons et ce que nous vivons. Les enfants n'ont pas encore ces outils-là, ces capacités-là. Donc, ils ont besoin... Nous avons tous besoin, quand nous sommes hautement sensibles, de faire des pauses. Mais les enfants particulièrement. Donc le casque anti-bruit, c'est une excellente idée. Un lieu refuge ou un coin calme, on appelle ça comme on veut, qui peut être le lit, mais qui peut être une tente dans la chambre, ou qui peut être une salle de jeu, ou qui peut être un coin du jardin. Chacun voit comment c'est possible chez soi. Un lieu où on sait que quand un des enfants va là, c'est
pour sortir de la saturation, c'est pour faire une pause, c'est pour se retrouver, se ressourcer, se régénérer. Et que généralement, les enfants qui ont une intuition très sûre, ils vont dans ce coin refuge ou dans ce coin calme, ce lieu, etc. Ils y vont le temps nécessaire pour leur ressourcement. Ils vont y rester 5 minutes, 10 minutes. Quand ils en sortent d'eux-mêmes, ça veut dire qu'ils sont sortis de la saturation. Ce n'est pas à nous adultes, et il y a des écoles dans lesquelles il y a des coins refuges, ce n'est pas l'adulte à dire maintenant tu sors de là parce que tu t'es assez reposé. Non, c'est l'enfant qui sent dans son corps, de façon très intuitive, et pas besoin de se poser de questions, si il ou elle est reposé ou pas. Donc ça, c'est une excellente idée. Et c'est vrai que si on respecte les temps de pause de l'enfant dans la journée, il aura ou elle aura moins besoin de ce décrescendo du soir avant de dormir.